Technique publique. Technique publique. Pourquoi choisir le service public ? Pour quel métier ? Pourquoi faire ? Ici, on te donne le déclic pour t'engager au cœur du service public. Je suis Jeanne Flamand et je suis responsable du service d'appui à la recherche à l'Université de Poitiers depuis début juillet 2025. C'est une prise de poste qui est venue mettre un terme à 7 ans d'études qui ont été entrecoupées de 6 ans d'activité professionnelle. Je suis donc titulaire d'une licence d'histoire, d'un master en humanité numérique et à l'issue de ce master, j'ai travaillé en bibliothèque comme chef de projet en projet numérique et en humanité numérique pendant quasiment 6 ans, avant de réussir le concours de conservatrice et d'intégrer l'ENSIB en janvier 2024. Je suis restée à l'ENSIB pendant 18 mois, ce qui est la durée de scolarité normale, et c'est une période pendant laquelle j'ai rencontré des collègues vraiment passionnants et pendant laquelle j'ai pu aller me former dans plusieurs cadres, dans plusieurs institutions différentes. Donc j'ai passé plusieurs mois à l'étranger, à Oxford, à la Bodleiane, et je suis aussi passée par des établissements comme la bibliothèque municipale classée de Nancy et la bibliothèque de l'INSP à Strasbourg. J'ai pas eu de déclic service public. Et c'est un peu bizarre de le dire dans un podcast qui a ce nom-là, mais je me suis pas réveillée un matin avec une espèce de vocation qui me serait tombée dessus en me disant que j'allais être conservatrice des bibliothèques. En fait, j'ai construit mon parcours petit à petit et par étapes pour plein de raisons, parce que j'ai été encouragée par ma famille, parce que j'ai été encouragée par mes profs, parce que j'ai été encouragée par des amis et des collègues, que j'ai vu autour de moi des gens qui devenaient conservateurs ou conservatrices, qui étaient mes amis, et que je me suis dit qu'en fait, ces gens-là étaient des gens comme moi et que c'était à ma portée de le devenir. Et c'est ce qui m'a aidé à me dire que c'était une voie vraiment possible et envisageable pour quelqu'un comme moi. J'ai pas l'impression d'avoir choisi ce métier. J'ai l'impression que c'est un métier qui a fini par s'imposer à moi à un moment donné que je pourrais pas forcément citer, mais parce que ça correspondait aux valeurs que je portais et aux valeurs que je voulais défendre, une certaine forme d'éthique, une défense de l'intégrité scientifique, patrimoniale et un besoin d'être utile aussi. J'ai voulu faire ce métier parce que c'est un parcours professionnel donc qu'on m'a décrit comme accessible. Mais en fait, rétrospectivement, je ne suis pas sûre que j'aurais tellement pu faire autre chose. Parce que c'est un métier qui correspond vraiment à la personne que je suis et aux valeurs que je porte. Et je ne pense pas que j'aurais pu m'épanouir autant dans un autre métier. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir eu une illumination un jour pour le faire. Ça s'est imposé doucement à moi, en fait. Le métier que je fais, les missions que j'ai aujourd'hui, ça ne correspond pas du tout aux clichés qu'on peut avoir parfois des conservateurs qui sont des gens un peu mystérieux dans des bureaux sombres avec des vieux livres ou autres. En fait, il n'existe pas un métier de conservateur, il existe autant de métiers de conservateurs qu'il n'existe de conservateurs, comme il n'existe pas un seul métier d'ingénieur ou d'avocat, par exemple. C'est vraiment des termes qui recouvrent une variété de réalités. L'une de mes missions aujourd'hui, c'est l'accompagnement des chercheurs, mais d'autres conservateurs ou des conservatrices ont des missions et des métiers qui seraient très différents du mien. Je ne travaille pas du tout avec des horaires de bibliothèque ou avec des plannings à gérer ou avec des ouvrages rares. Je travaille avec des données. Et il y a forcément une dimension de transmission et de soutien à la recherche dans mes missions aussi aujourd'hui, par le biais des formations sur des thématiques très diverses et variées, sur les identifiants pérennes, sur l'intelligence artificielle, sur la science ouverte, sur l'archivage numérique. Et au quotidien, bien sûr, j'ai aussi une casquette de manager puisque je suis responsable de service. Je dirais aujourd'hui que je suis fière de ma persévérance dans mon parcours. Parce que c'est quelque chose qui a été difficile pour moi et rétrospectivement, je me dis que j'ai quand même fait preuve de beaucoup de persévérance sur plein d'aspects, sur la réussite du concours, sur l'obtention et la réalisation des stages que j'ai voulu, dans mes choix d'études et la réalisation des sujets d'études que j'ai choisis et aussi dans mes choix professionnels tout au long de mon début de carrière. En fait, il y a beaucoup de voies, il y a plein de façons de construire son parcours. On n'y pense pas toujours, on ne pense pas à ces voies-là qui ont l'air d'être des voies parallèles auxquelles on peut accéder, mais elles existent. Et quand parfois on a l'impression qu'il y a un obstacle devant soi, on trouve des chemins annexes qui permettent de réaliser son objectif, même si ce n'est pas la voie à laquelle on s'attendait. Mon parcours, en fait, et mes circonstances personnelles m'ont permis de prendre ces voies parallèles, et ça, c'était un vrai luxe, et de contourner des difficultés en me confrontant à d'autres obstacles que je n'avais pas forcément anticipés, mais que j'ai réussi aussi à contourner ou que j'ai réussi à surmonter. C'est parfois épuisant, parce que ça nécessite beaucoup de curiosité, beaucoup de recherche sur les parcours possibles, mais il faut savoir aussi qu'on finit par arriver quelque part. Ça implique aussi de savoir ce qu'on veut faire, de savoir dans quel cadre de vie on veut évoluer, dans quel cadre de travail on veut évoluer, et de ce qui nous convient aussi en tant que cadre professionnel ou personnel.
et de savoir se retirer quand ça ne nous convient pas ou continuer quand ça nous convient, même quand la voie a l'air bloquée, mais qu'on peut y accéder par d'autres biais. Donc je dirais que c'est plutôt cette persévérance-là qui me marque dans mon parcours. Je vais donner des conseils qu'on m'a donnés aussi au moment où j'ai préparé mes concours. Alors, j'ai passé le concours plusieurs fois et je ne l'ai pas réussi du premier coup, ce qui est en fait un cas assez classique. Donc mon premier conseil, ce serait de s'accrocher si ça ne marche pas du premier coup, parce qu'en fait, c'est le cas de la plupart des gens. C'est quelque chose que, voilà, on réussit pas forcément du premier coup et c'est complètement OK de l'avoir du deuxième ou du troisième coup. Ça ne fait pas de nous des mauvais professionnels, c'est juste qu'il y a un nombre de places limitées pour le concours et que selon les années, on tombe d'un côté ou l'autre de la barrière. Donc vraiment, ne pas hésiter à réessayer et ne pas hésiter à solliciter les collègues en poste, que ce soit pour échanger sur les visions qu'ils ont de leur métier, que ce soit pour avoir des conseils, pour avoir des oraux blancs. Je me rappelle avoir été accompagnée par des collègues sur la constitution de mes dossiers. Ils m'ont suivi, m'ont vraiment épaulé là-dedans et c'est quelque chose de très précieux. La plupart des conservateurs de bibliothèque adorent leur métier et adorent en parler. Donc ne pas hésiter à aller les voir pour qu'ils le fassent, parce qu'ils adorent le faire et ils répondront très volontiers aux questions. Je dirais aussi qu'il faut être curieux et organisé. Je me rappelle avoir fiché des heures et des heures de reportage Arte pour préparer le concours. Ce qui peut être compliqué quand on a une activité professionnelle à plein temps à côté, d'où l'importance de l'organisation. Mais oui, allez voir ce genre de documentaire, allez lire les rapports de jury et surtout échanger avec les collègues en poste. En permanence, avec plusieurs, et ils sont très, très contents de le faire. Et il ne faut pas hésiter à s'appuyer là-dessus. J'ai choisi les mots engagement, communauté et transmission. Pour l'engagement, parce que les bibliothèques sont infiniment politiques, et elles sont politiques dans tous les sens du terme. Le rôle des bibliothèques, c'est aussi de défendre une certaine vision de la société, c'est de défendre une vision de l'accueil pour tous, de l'intégrité scientifique, entre autres, et c'est des valeurs qu'on défend quotidiennement, c'est quelque chose qui donne corps à nos missions et à nos métiers. Il faut être prêt à s'engager pour ces valeurs-là, parce qu'en fait, qu'on le veuille ou non, on porte cet engagement quand on rejoint les métiers des bibliothèques. C'est par hasard si les bibliothèques ont été parmi les premières ciblées lors de la réélection de Trump. On fait un métier qui est infiniment politique, qu'on le veuille ou non. J'ai choisi le mot communauté aussi, pour les communautés qu'on sert et aussi les communautés qu'on constitue. Le corps des conservateurs, c'est un corps qui est assez petit, on n'est pas très nombreux, on se connaît vite, et c'est une richesse incroyable de s'appuyer sur les compétences de tout le monde. On peut se solliciter quand on en a besoin, on peut s'appuyer les uns sur les autres, et il y a une solidarité que j'ai sentie, moi, à toutes les étapes de mon parcours. Avant de passer le concours, quand j'ai décidé de le faire, quand je l'ai préparé, quand je l'ai passé, quand j'ai rencontré des collègues au sein de l'ENSIB, mes collègues de promotion, et après, même pendant ma prise de poste, il y a ce suivi, cette communauté qui se crée autour de nous et qu'on crée, et c'est quelque chose d'infiniment précieux. C'est un métier qui se fait en communauté, c'est pas un métier solitaire, et ça, faut en être très conscient. Et le dernier mot que j'ai choisi, c'est la transmission, même l'accompagnement, en fait. Parce que travailler en bibliothèque, c'est donner aux autres les moyens d'eux. On donne aux étudiants les moyens de travailler, on donne aux chercheurs les moyens de publier, on donne au public les moyens d'accéder à nos collections, et les services qu'on fournit vont bien au-delà du livre. Alors, on pense aux prêts d'objets, aux ordinateurs, aux caméras, aux appareils à raclette, mais au-delà de ça, ça semble très anecdotique. En fait, on accompagne aussi des publics qui parfois sont fragilisés socialement, économiquement ou psychologiquement, et on donne aux uns et aux autres des pistes de réflexion autour de problèmes qui sont très très larges, qui vont aller de la précarité étudiante aux usages éthiques de l'IA, et on est ces accompagnants-là tout au long du parcours. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, en espérant que ce récit vous aura aidé à y voir plus clair dans les métiers du service public. Si vous avez aimé cet épisode ou s'il vous a fait penser à quelqu'un, partagez-le. Pour découvrir d'autres métiers du service public, abonnez-vous à notre podcast et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. C'était Déclic Public, le podcast du réseau des écoles de service public.